Bonjour, nous sommes le mardi 26 mai 2020 et aujourd'hui mon billet s'intitulera Covid-19 et la fragilité des nations. Quand on regarde un petit peu les statistiques du Covid-19, le nombre de cas, le nombre de décès, etc., les gens qui regardent mon blog répètent souvent la même chose, c'est-à-dire il est impossible de comparer ces chiffres parce que la manière dont ils sont collectés dans les pays fait qu'une comparaison est difficile, voire impossible. Euh, oui, bien entendu, si vous êtes un peu familier avec les statistiques ou avec l'utilisation de données chronologiques, comme c'est mon cas, comme ça a été longtemps mon cas dans la finance, et déjà dans mon travail d'anthropologue, ce genre de remarques vous laisse relativement indifférent. Oui, ben, c'est la règle, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas deux séries de données qui soient véritablement comparables. Mais ce qu'on peut voir quand même, c'est, sachant que les anomalies vont un tout petit peu se compenser, s'annuler, on peut regarder les chiffres. Et ce qu'on voit, c'est que le nombre de morts, en tout cas, par rapport au chiffre de la population, est lié à des pays où il y a des sérieux problèmes sur le plan de l'unité sociale et politique de la nation. Alors regardez les chiffres et vous allez voir ce que je veux dire. Tout ça s'est manifesté avec plus ou moins de retard. La Russie, le Brésil démarrent tard, mais les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Et j'ai fait une chronique qui va paraître jeudi dans Trends Tendance, où j'attirais l'attention sur le fait que les pays qui sont le moins bien tirés sont soit ceux qui ont envisagé un moment ou l'ont fait carrément, dans le cas de la Suède, viser sur le long terme une immunité de groupe, soit ceux où les politiques ont été appliquées en ordre dispersé à l'intérieur de la nation, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis. Pour des gens qui ont envisagé l'immunité de groupe, on a vu quelques flottements en France pendant, je ne sais pas, j'ai l'impression pendant une douzaine de jours. Le flottement a été beaucoup plus long en termes de plusieurs semaines au Royaume-Uni. Et là, donc, une politique manquant d'unité, on se lance dans une stratégie et puis on bifurque rapidement sur une autre. Mais rapidement, ça, bon, ça avait été dit sur mon blog, en particulier par Alexis Toulet qui avait insisté là-dessus, tout retard dans une application de mesures strictes allait avoir des conséquences. Et donc, Covid-19 et fragilité des nations, la chose est tout particulièrement évidente aujourd'hui avec l'affaire Cummings au Royaume-Uni. Si vous n'avez pas suivi ça, il y a eu un très bon billet que j'ai traduit de Duncan Sutherland sur mon blog. Mais voilà, donc il y a un conseiller de M. Boris Johnson, Premier ministre britannique, M. Dominic Cummings. Quand je l'ai mentionné, j'ai tout de suite fait le parallèle entre le rôle de Cummings auprès de Boris Johnson et Steve Bannon aux États-Unis dans le rôle de conseiller officieux quand il était à la Maison-Blanche et officiel par la suite de Steve Bannon, c'est-à-dire des penseurs de l'extrême droite qui sont là pour conseiller un président qui se présente, lui, plutôt comme étant de droite classique, voire des prétentions de gauche dans les cas de Trump. Et donc ce Cummings, pourquoi est-il au centre de l'actualité ? Parce qu'il a tout à fait enfreint le principe du confinement. Il est parti de Londres pour aller à Durham, qui est son lieu d'origine, avec sa famille. Alors il a des explications liées au fait que sa femme était malade, lui était malade, il n'y avait personne pour s'occuper des enfants à la maison. L'explication passe encore, mais quand on est une des personnes qui ont participé à l'élaboration des textes sur le confinement, ça présente quand même assez mal.
Et puis surtout, sur le temps qu'il était là-bas, il a passé une journée à aller se promener, à aller voir un château très pittoresque. Et son explication est tout particulièrement intéressante, que c'était pour tester sa vue, pour voir s'il pouvait voilà, de nouveau conduire. Alors il aurait pu faire le tour du bloc très aisément, le tour du pâté de maison. Et l'affaire, il aurait pu juger de sa capacité à bien voir. Alors, Johnson a commencé par le justifier en disant oui, ben, voilà, il a fait ce qui était le mieux, il a répondu à un instinct de base. Évidemment, toute la presse, toute l'opposition a dit oui, mais n'importe qui aurait pu invoquer alors l'instinct de base pour enfreindre les principes, les injonctions établies par le gouvernement. Comme la défense par Johnson est apparue peu convaincante auprès de la classe politique et de l'opinion publique, y compris un certain nombre de journaux qui sont des soutiens inconditionnels du Parti conservateur. Le Daily Mail s'est en particulier fâché hier. Cummings a été invité, ce qui est tout à fait extraordinaire pour un conseiller du Premier ministre, à faire une conférence de presse à Downing Street, le lieu de résidence du Premier ministre, de manière traditionnelle en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Et là, au lieu de manifester le moindre regret, la moindre contrition, il en a remis une couche et voilà, il a dit non, etc. Il a malheureusement conforté l'idée qui s'est installée de poids, de mesure, qu'il y aurait une clique au sommet qui pourrait faire ce qu'elle veut. Et l'Angleterre, j'en parle en particulièrement, et je vais encore pas mal en parler, dans cette petite série que j'ai commencée, donc il y a le premier épisode, où je vais m'intéresser au cinéma des années 59 à 63 en Grande-Bretagne. C'est très précis, mais c'est parce qu'il y a eu un mouvement cinématographique tout particulier appelé à la fois Angry Young Man, mais aussi Kitchen Sink Realism, le réalisme de l'évier de cuisine, parce qu'il est centré sur la culture ouvrière, sur la culture de la classe populaire. La division sociale en Grande-Bretagne est toujours là. J'en ai parlé aussi récemment à propos d'un incident qui m'avait opposé à quelqu'un à Accra, au Ghana, dans un hôtel. Vous vous souvenez peut-être de ça. C'est très très fort, c'est très fort. Il y a cette élite qui passe par quelques collèges particuliers, puis qui se retrouve à Oxford et Cambridge, et qui, quand vous faites, je ne sais pas, histoire de l'art à Cambridge, on peut aussi bien vous proposer de devenir une personnalité de la City. Le fait que vous n'ayez aucune compétence en finance n'a aucune importance. Vous êtes un Cambridge man ou un Oxford man, et ça suffit pour qu'on vous fasse accéder aux rênes du pouvoir. J'ai vu ça avec les gens de ma génération à Cambridge. C'est très, très, très évident. Si vous ne le connaissez pas de cette manière-là, de l'intérieur, vous avez peut-être vu le film de Robert Altman, un de ces derniers, qui s'appelait Gosford Park, qui se passe dans un château, et c'est une histoire à la Agatha Christie, et c'est fort à la Agatha Christie, parce qu'évidemment, entre les domestiques dans le downstairs, en bas, et les aristocrates en haut, upstairs, ce qui rend le film amusant, voilà, c'est le fait que chacun aurait aussi bien pu tuer parmi les invités, les domestiques, chacun aurait une bonne raison de se débarrasser de ce misérable. Il y a eu une très très grande série, d'abord dans les années 70, et ensuite reprise au début, en 2010 à peu près, qui s'appelait précisément Upstairs, Downstairs, les gens d'en bas et les gens d'en haut. On ne dit pas, on n'est pas, vous le connaissez, la Grande-Bretagne c'est le pays de understatement, de l'euphémisme, on ne dit pas les choses clairement, et d'une certaine manière ça permet de maintenir
de maintenir ce genre de non-dit à l'intérieur de la société. Mais du coup, l'opinion publique est très très sensible. Elle sait qu'à tout moment, ça peut apparaître en surface. Et cette histoire de M. Cummings est tout à fait représentative de, voilà, des fragilités. Quand ça apparaît en surface, à ce moment-là, je dirais les deux camps se dessinent très très clairement. Et ça peut très très mal se passer. La Révolution anglaise au XVIIe siècle précède de beaucoup la guerre d'indépendance américaine et la Révolution française. Et c'était une affaire bien sanglante et qui a duré assez longtemps. Et tout ça est toujours là. Il y a toujours une aristocratie, c'est un royaume. Il y a toujours cela, mais il y a aussi l'aristocratie de l'argent. Il y a les chenaux qui mènent de l'un à l'autre ne sont pas tout à fait grands ouverts. Il reste des questions de prestance, d'avoir l'air distingué, des choses de cet ordre-là qui vous empêchent parfois de faire le passage. Et je viens d'écouter M. Dominic Cummings. Il a un accent régional, ce qui, pour beaucoup de gens des élites anglaises, le distingue quand même comme a commoner, un manant. L'Angleterre n'est pas seule, c'est pas seul. Les États-Unis, bon là je vous en parle suffisamment, mais en ce moment, les divisions, les deux camps ou clans montés l'un contre l'autre, en raison de la venue de M. Trump. Bien sûr, il n'aurait été pas élu s'il n'y avait pas les fractures n'avaient pas déjà été là. Mais là, la fragilité du pays, bien entendu, c'est qu'on a un président qui donne des directives au nom de l'État fédéral et qui encourage ses partisans aussitôt dans un Twitter à enfreindre les règles qu'il vient de mettre en place. Comme plus aucun ordre ne vient du sommet, ce sont les gouverneurs au niveau local qui prennent les décisions. Et bien entendu, comme il s'agit d'une mosaïque d'États, on peut avoir... j'avais attiré l'attention tout de suite là-dessus, des États adjacents ou quasiment adjacents qui prennent des politiques absolument contradictoires, ce qui évidemment ne facilite pas la gestion d'une crise comme celle du coronavirus. Alors là, je vais dire des choses qu'il faudrait peut-être pas dire, mais je vais les dire quand même. Il y a beaucoup de discussions, vous avez vu, autour des chiffres belges, avec apparemment un taux de décès important par rapport à la population. Alors, beaucoup d'explications sont données sur le fait que le système hospitalier, le système médical en Belgique est de très haut niveau, c'est vrai, par rapport à l'ensemble des pays. Ils sont sans doute, du point de vue de la qualité générale, ils sont sans doute dans les tout premiers. Il y a bien sûr eu le néolibéralisme a frappé en Belgique aussi. Il y a eu des ministères. Les gouvernements en Belgique sont toujours de coalition, ce qui empêche qu'il y ait que des politiques trop marquées soient mises en œuvre, parce que c'est un système vraiment proportionnel. Et du coup, on n'a pas par exemple, des gouvernements néolibéraux pur jus. Il y a des néolibéraux, même avec d'autres. Mais la fragilité de la Belgique, elle est ailleurs. Elle est dans la constitution d'un pays qui a cette particularité. Moi, quand on me dit c'est un pays qui n'a pas de réalité, c'est une invention des traités. Oui, bien sûr, mais enfin tous les pays sont les conséquences des traités. Il y a une nationalité belge, il y a une identité belge. Elle existe au XVe siècle à l'intérieur d'une unité plus large qu'on appelle les Pays-Bas au sens large. Mais il y a la Belgique est quelque chose qui existe. Mais la Belgique a une particularité. Cette particularité, c'est la suivante. C'est qu'il y a une région au sud, la région wallonne, la Wallonie,
qui est francophone de toute éternité. Bon, je ne sais pas de quand ça date, mais enfin bon, ça remonte vraiment très très très, très haut. Et il y a une partie, la Flandre, les Français disent les Flandres, et non, c'est vrai, en Belgique aussi on dit Vlaanderen, ce sont les Français qui disent la Flandre, les francophones et les néerlandophones ou les flamandophones disent les Flandres. Toujours est-il que dans le nord du pays, il y a une particularité, c'est que dans les temps historiques, disons Moyen-Âge, Renaissance, temps moderne, on a une bourgeoisie qui parle français et le reste du pays, le reste de la région qui parle flamand. Et Bruxelles, sur la carte, est dans la région du Nord, et dans les Flandres, si vous voulez. Mais c'est une région où on parle français. Et ça n'a rien de particulier à la Belgique. Que la bourgeoisie parle français et que les gens autour parlent la langue locale. Moi, j'habite la Bretagne et ça a été le cas. Ça a été le cas pendant de nombreux siècles. À Vannes, on parlait français et dans les villages tout autour, on parlait breton. Alors évidemment, il y a des gens qui parlaient breton à Vannes, mais c'était comme ça. Et dans toute la Russie, la bourgeoisie et l'aristocratie parlaient français. Ça a un peu disparu, ça a fort même disparu, parce qu'il y a eu la déception. Le tournant, ça a été l'invasion napoléonienne et la victoire des Russes sur Napoléon. Mais jusque-là, voilà, c'était le même système, je dirais, qu'en Flandre. Et donc, qu'est-ce que ça a donné? Bon, ça a donné en Belgique, ça a donné le ressentiment de la population non bourgeoise à l'égard de la bourgeoisie francophone qui parlait comme les gens du sud du pays. Et les gens du sud du pays, c'était pas, voilà, ils parlaient des patois locaux, des patois wallons, ou des patois picards, ou gaumet, enfin bon, voilà, mais du français, des dialectes du français. Et donc la Belgique est dans une situation particulière de ce point de vue-là. Et les fragilités, c'est pas seulement dans les crises, dans les épidémies. Pendant les guerres, où la Belgique a été envahie, en particulier la Première Guerre mondiale et la Seconde, l'envahisseur a joué sur cela. Et là, je vais raconter une anecdote que je n'ai jamais racontée. Je crois même ne l'avoir jamais racontée à personne. Pas sur le blog, mais ne pas l'avoir raconté à qui que ce soit d'autre. Mais là, elle est révélatrice. Donc, quand les Allemands occupent la Belgique en 1914, ils instaurent deux politiques. Une à l'égard des néerlandophones. Le flamand est un dialecte germanique. Et l'autre à l'égard des francophones. Mais quand ils reviennent en 40 jusqu'à 44, ils refont exactement la même chose. Et l'anecdote, c'est la suivante. Bon, ça se savait, tout le monde le sait. Et les conséquences, ça a été que la collaboration avec l'envahisseur allemand nazi en 40-44 a été plus forte dans le nord du pays que dans le sud. Et donc mon père est blessé. Il est blessé pendant la campagne des 18 jours, en mai 40, pendant 18 jours, la Belgique, avec sa petite armée, résiste quand même à l'armée allemande. 18 jours, c'est pas mal. J'attire toujours l'attention là-dessus. Il est blessé. Il est blessé dans les combats et il est à l'hôpital. Et au bout d'un moment, on dit qu'il y a des militaires allemands qui vont passer dans les chambres et interroger les gens qui sont là, qui sont de fait des prisonniers. Ce sont des prisonniers blessés, mais ce sont des prisonniers. Et la rumeur se répand rapidement. Répondez-leur, parmi les francophones, si vous connaissez le flamand, répondez-leur en flamand. Et mon père applique la consigne et là, ce qu'il m'avait raconté, il dit, je suis né à Fontaine-l'Évêque, pas loin de Charleroi, et quand le type est venu, il a dit, où est-ce que vous êtes né? J'ai répondu en flamand et j'ai traduit, j'ai dit Bischofsbronn, ce qui est littéralement Fontaine-l'Évêque. Et le fait est qu'il n'a pas été inquiété, il n'a pas été envoyé aussitôt dans un camp de travail.
Les pays, quand ils vont pas bien sur le plan social et politique, eh bien, ça se manifeste dans des crises, dans des crises comme des guerres, ça se manifeste aussi dans des crises comme des pandémies. Quand on regarde les pays où les décès sont plus importants qu'on aurait pu imaginer, il y a là des fragilités. Alors, beaucoup de Belges vont m'entendre dire mais non, c'est parce on compte mieux les choses. Je suis convaincu que pour être belge, pour avoir vécu là, beaucoup de gens croient que j'habite toujours en Belgique. Non, je l'ai quitté à l'âge de, c'est quoi, à l'âge de 26 ans. Donc ça fait longtemps que je ne suis pas là. J'ai donné cours pendant de 2012 à 2015 à la VUB, donc là j'ai donné cours à Bruxelles. Mais c'est mon pays et c'est mon identité. C'est mon identité. Je suis aussi néerlandais par ma mère, mais donc je suis entièrement des Pays-Bas si on veut. Mais, c'est un pays qui peut être critiqué comme les autres. Et là, je le critique sur quelque chose et je ne crois pas personnellement qu'il n'y ait aucun rapport entre les chiffres élevés et le fait qu'il y ait 9 services de santé qui ont dû prendre des décisions sur cette affaire. Pourquoi? Parce qu'il y a le niveau fédéral, il y a le niveau régional et il y a encore des subtilités à l'intérieur du système régional. Ça fait beaucoup de monde pour prendre des décisions. Ça ressemble un petit peu à l'échelle d'un pays d'une dizaine de millions d'habitants, à ce qu'on voit aux États-Unis avec la mosaïque des gouverneurs prenant des décisions dans des perspectives politiques et sociales tout à fait différentes. Voilà un petit point sur les fragilités des nations et la manière dont elles se manifestent dans des crises comme, et en particulier dans une pandémie. Voilà, allez, à bientôt.